Parce qu'après les élections spéciales désastreuses au Texas, un choc traverse le Parti républicain. Même dans des bastions rouges, quelque chose vient de casser. Et maintenant, en coulisses, certains cherchent un nom à sacrifier. Ce nom, c'est Stephen Miller. Voilà le paradoxe. Donald Trump est le visage, mais Stephen Miller, selon le contenu, est celui qui guide beaucoup de cela derrière les coulisses. Celui qui pousse les politiques les plus radicales, celui qui transforme l'immigration en stratégie de choc. Et ce qui est fascinant, c'est que même un journal du camp Murdoch avertit que le plan de Miller est en train de se retourner contre eux. Pas dans un débat théorique, dans les urnes. Si cette stratégie continue, ce n'est pas seulement une élection qui bascule, c'est une vague entière qui se forme. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Pourquoi son propre camp commence-t-il à le lâcher maintenant? Ce qui se passe ici n'est pas un simple mauvais moment pour les républicains. C'est un signal. Parce que d'après le contenu, les élections spéciales au Texas n'ont pas été juste serrées. Elles ont été décrites comme désastreuses pour le GOP. Et immédiatement, certains républicains ont commencé à pointer du doigt Stephen Miller en disant que sa stratégie de communication erratique et radicale est en train de coûter cher. C'est là que l'histoire devient plus grande. Normalement, les midterms sont déjà une punition classique contre le parti au pouvoir. Mais ici, le narrateur insiste, ce que nous allons voir est une vague unique selon toutes les données de sondage disponibles. Alors, posez-vous une question simple. Pourquoi un parti qui pensait avoir l'immigration comme arme gagnante commence soudainement à paniquer sur ce même sujet? Parce que Miller ne parle pas seulement à la télévision en colère. Il pousserait aussi Trump à mainstreamer les politiques les plus radicales. Et maintenant, regardez ce basculement. Quand votre propre camp commence à dire que la stratégie est en train de vous faire perdre, c'est que quelque chose se fissure. Mais voici la partie que personne ne remarque encore. Ce n'est que le début de ce que ces élections au Texas viennent de déclencher. Parce que la fracture devient encore plus visible quand on regarde ce que Miller a réellement mis sur la table. Dans le contenu, on cite directement son tweet. « En Amérique, depuis des générations, la politique a été que quiconque bénéficierait économiquement en venant aux États-Unis peut le faire. » Et immédiatement, la réaction explose. Quelqu'un répond que si on ne savait pas déjà que Miller est un raciste insensé, on croirait qu'il décrit fièrement la meilleure chose à propos de l'Amérique. Le droit du sol inscrit dans la Constitution. Notissez ce contraste. Miller présente ça comme un problème. D'autres y voient le cœur même du pays. C'est là que l'histoire se retourne. Ce n'est plus seulement une question de politique migratoire. C'est une bataille sur ce que l'Amérique prétend être. Et le narrateur enchaîne avec un détail humain. Mon grand-père a immigré de Syrie. Il a construit une entreprise qui emploie des dizaines de familles. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est une image. Et c'est exactement ce que Miller est en train de déclencher. Une stratégie qui transforme des vies réelles en champ de guerre électoral. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand vous radicalisez un sujet aussi intime, vous radicalisez aussi la réaction. Et c'est là que le GOP commence à perdre le contrôle. Et maintenant, l'histoire accélère. Parce que ce n'est plus seulement Stephen Miller sur Twitter. C'est tout un casting, comme le dit le narrateur, une équipe entière qui commence à ressembler à une machine à chaos politique. Il liste les noms, presque comme une scène de film. Kristi Gnome, Kash Patel, Tom Homan, J.D. Vance, Elon Musk. Et il ajoute une squad de goons. Ce détail compte parce que ça révèle quelque chose. Ce n'est pas un incident isolé, c'est une dynamique. Une administration qui s'entoure de figures perçues comme extrêmes finit par normaliser l'extrême. Maintenant, watch how fast this escalates. Parce que soudain, le script bascule sur une autre bombe, Tulsi Gabbard. Selon le Wall Street Journal, il existerait une plainte de lanceur d'alerte si sensible qu'elle serait enfermée dans un coffre-fort. Un coffre-fort physique. Et le narrateur insiste. L'administration aurait passé des mois à chercher comment en informer le Congrès. Ce n'est pas une rumeur Twitter. C'est présenté comme un conflit interne au sommet de la sécurité nationale. Mais voici le détail qui change tout. Trump, selon le contenu, ne laisse même pas Tulsi Gabbard entrer dans certaines réunions. Pourquoi le président n'aurait-il pas confiance en sa propre directrice du renseignement? Ce moment-là, c'est là que l'histoire devient beaucoup plus sombre.
Parce que si vous pensiez que c'était déjà explosif, le Texas vient de mettre le feu aux poudres. Voici le fait central dans le contenu. Tarrant County, Texas, le plus grand comté rouge du pays. Et pourtant, un séisme politique s'y produit. Le démocrate Taylor Remitt bat la républicaine Lele Wambsgans dans un district que Trump a remporté en 2024 par 17 points. 17 points. Ce n'est pas un glissement, c'est une rupture. Et le narrateur martèle, le district n'a pas voté démocrate depuis un demi-siècle. Un demi-siècle. Ce genre de bascule ne se produit pas par hasard. This is where the story flips. Parce que si un endroit aussi rouge commence à céder, alors la stratégie qui devait être une arme électorale devient un poison. Et ce n'est pas un cas isolé. La même nuit, Christian Meny gagne dans le 18e district du Congrès. 2 victoires, 2 signaux, et immédiatement la panique remonte jusqu'aux médias de droite. Le Wall Street Journal, décrit comme un Murdoch Paper, publie un avertissement direct. La stratégie de déportation massive de Stephen Miller se retourne contre le GOP. C'est ça qui est fascinant. Quand votre propre camp médiatique commence à vous prévenir, ce n'est plus une critique extérieure. C'est un système qui commence à se défendre contre lui-même. Mais voici la partie que personne ne réalise encore. Si Miller devient le bouc émissaire, c'est parce que la vague qui arrive est trop grande pour être ignorée. Alors maintenant, on arrive au cœur de la mécanique, parce que le Wall Street Journal ne parle pas seulement d'images, il parle de stratégie et d'histoire. Le contenu rappelle un précédent brutal. En 2018, Stephen Miller aurait aidé à faire exploser un compromis bipartisan sur l'immigration. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le GOP a perdu 41 sièges à la Chambre. 41. Le narrateur le dit clairement. Ce n'est pas juste une défaite, c'est un tsunami. Et c'est exactement la peur qui revient aujourd'hui. Parce que, selon l'article, le débat à droite est en train de tourner autour d'une question simple. Sur quels thèmes insister pour éviter un wash-out en novembre? Certains disent encore plus d'immigration, encore plus de dureté, mais voici le problème. Le contenu affirme que les sondages montrent des électeurs se retournant contre la manière dont Trump poursuit les déportations massives. Notissez ce qu'ils n'ont pas nié. Ils ne disent pas que la politique marche. Ils disent qu'elle coûte. Et même Trump, après les shootings de Minneapolis, aurait dit vouloir réduire les confrontations dans la rue. Mais attention, le journal ajoute il devra aussi réduire Miller. Parce que Miller est décrit comme le mastermind de la stratégie. Et c'est là que tout change. Quand même vos alliés disent « ce n'est pas soutenable, ce n'est plus une question de gauche ou de droite, c'est une question de survie politique. » Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si Trump doit choisir entre sa base et l'élection, qui va-t-il sacrifier en premier? Et maintenant, on passe du discours à la machine. Parce que le contenu donne un détail qui glace. Miller a ordonné à la bureaucratie de l'immigration de remplir un quota de 3000 arrestations par jour. 3000 chaque jour. Ce n'est pas une politique vague, c'est un chiffre. Et le Wall Street Journal affirme que ce quota allait forcément produire des intrusions dans des maisons et des entreprises. Parce que, selon le texte, il n'y a pas autant de migrants criminels pour remplir un tel quota. Alors que se passe-t-il quand vous imposez un nombre impossible? Vous forcez le système à déborder. Vous forcez des agents à chercher partout, dans les commerces, dans les églises, dans les communautés. Now watch how fast this escalates. Parce que le contenu dit que cette stratégie fonctionne mieux quand elle est une réaction aux échecs démocrates à la frontière, mais quand c'est vous qui êtes au pouvoir, quand c'est vous qui imposez les quotas, alors ce n'est plus une critique, c'est votre responsabilité. Et pendant que tout ça se déroule, le narrateur glisse un contraste presque absurde. Trump, lui, fond sur les Grammys, parle de poursuivre Trevor Noah. Il écrit « Je n'ai jamais été sur l'île d'Epstein, je vais envoyer mes avocats ». C'est ça l'image, un parti qui perd des districts historiques, une stratégie qui choque les électeurs et un président qui se disperse dans des querelles médiatiques. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand le sommet devient instable,
Tout le reste suit. Et si ces quotas continuent, la prochaine rupture pourrait être bien plus grande que le Texas. Et c'est ici que ça devient personnel, parce que ce n'est pas seulement un jeu de pouvoir entre Trump et Miller. C'est une pression qui descend jusqu'à vous. Le contenu le montre. Quand on parle de 3000 arrestations par jour, ce ne sont pas des chiffres dans un tableau. Ce sont des portes frappées, des entreprises interrompues, des communautés qui vivent avec la peur d'une intrusion. Et le narrateur insiste, ces politiques finissent par violer des droits constitutionnels. Ce n'est pas une abstraction. C'est la réalité quotidienne quand un système doit remplir un quota coûte que coûte. Imaginez ce que ça signifie. Des agents qui cherchent des corps pour atteindre un objectif. Pas parce que chaque cas est une menace, mais parce qu'un chiffre a été imposé. If this feels familiar, say so in the comments. Parce que ce genre de mécanique ne touche jamais seulement les autres. Elle finit par redéfinir ce que l'État peut faire dans la rue, dans les commerces, dans les quartiers. Et c'est pour ça que le narrateur lance un appel direct. Ça ne doit pas empêcher de voter, ça doit inciter à voter encore plus. Amenez 2 personnes, amenez 3, amenez toute votre famille. Ce passage est crucial. La peur, ici, n'est pas seulement électorale, elle est démocratique. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand une administration commence à jouer avec ce niveau de tension sociale, ce n'est jamais elle qui contrôle la fin de l'histoire. Alors prenons du recul, parce que la vraie question n'est pas seulement « Stephen Miller est-il en train de faire perdre les républicains ?» La vraie question, c'est pourquoi ce mécanisme existe-t-il? Le contenu donne une réponse implicite. L'immigration est devenue un levier, un spectacle, un outil de mobilisation. Le Wall Street Journal le dit presque froidement. L'immigration a globalement été un sujet gagnant pour les républicains, mais ça marche mieux comme réaction. Comme réaction, pas comme gouvernance. C'est ça le système. Vous bloquez les compromis bipartisans. Vous refusez les réformes. Puis vous accusez l'autre camp de ne rien résoudre. Et Miller, selon le narrateur, est celui qui mainstream les politiques les plus radicales parce que la radicalité attire l'attention. C'est une économie de la colère, mais voici le détail qui rend tout ça inquiétant. Quand même, un média républicain commence à dire « ça se retourne contre vous », c'est que la machine est en train de dépasser ses créateurs. This is where the story flips. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus une bataille d'idées. C'est une bataille d'incitation. Plus vous allez loin, plus vous devez aller encore plus loin pour garder la base. Et c'est comme ça que les systèmes se piègent eux-mêmes. Le narrateur le dit sans le dire. Miller n'est pas juste un homme. Il est une logique. Mais voici la partie que personne ne veut regarder en face. Quand une logique politique commence à échouer, elle ne disparaît pas. Elle cherche une cible. Et Stephen Miller pourrait être la première offrande. Et maintenant, on arrive à ce qui se forme juste devant nous. Parce que le contenu ne donne pas une conclusion définitive. Il donne une trajectoire. D'un côté, vous avez une administration décrite comme entourée d'un casting de figures extrêmes avec Miller au centre de la stratégie migratoire. De l'autre, vous avez des signaux électoraux impossibles à ignorer. Un district que Trump avait gagné par 17 points, qui bascule. Un comté rouge depuis 50 ans qui craque. Et un Wall Street Journal qui écrit noir sur blanc que la stratégie de déportation massive est en train de backfiring. Alors, 2 chemins apparaissent. Premier chemin, Trump double la mise. Il garde Miller. Il pousse encore plus loin. Il transforme novembre en référendum total sur la confrontation. Mais ce chemin a un prix. Les électeurs modérés, selon les sondages évoqués, se retournent. Deuxième chemin, Trump cherche un fusible. Il dial back Miller. Il tente de calmer la rue, de réduire les confrontations. Mais ce chemin a aussi un prix. Reconnaître que la stratégie centrale était une erreur. Et c'est ça qui rend le moment si instable. Parce que dans les 2 cas, quelque chose se brise. Notissez ce qu'ils n'ont pas encore décidé. Et c'est souvent là que l'histoire devient dangereuse, dans l'attente du prochain mouvement. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. La prochaine décision n'est pas encore annoncée, mais elle est déjà en train de se former. They are.